Neurolearning, c'est le titre du livre que j'ai écrit sur ce sujet de la pédagogie. C'est l'apport des neurosciences à la formation. Et on va voir pourquoi les neurosciences maintenant, sachant que les neurosciences, ça existe depuis plusieurs décennies. Qu'est-ce qui fait qu'on parle de neurosciences aujourd'hui ? C'est qu'il y a eu un tournant technologique dans les années 95. Qu'est-ce que c'était que ce tournant ? C'est l'arrivée d'un type de scanner très particulier qu'on appelle les IRM fonctionnels. C'est l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Ces scanners ont la particularité de permettre de voir le fonctionnement du corps et notamment du cerveau en action. Aujourd'hui, grâce à ces nouvelles technologies, on peut voir ce qui se passe dans le cerveau en action. C'est-à-dire, si je vous mets dans la machine, là, tout de suite, l'un d'entre vous, là, madame, je vous mets dans cet IRM fonctionnel, je vais voir ce qui se passe dans votre cerveau. Est-ce que vous avez des émotions ? Est-ce qu'elles sont bonnes ? Est-ce qu'elles ne sont pas bonnes ? Est-ce que vous êtes attentive ? Est-ce que vous êtes en train de rêvasser tout à fait à autre chose ? Et donc, la douleur, les émotions, l'apprentissage. Aujourd'hui, on sait comment un enfant apprend à lire, comment il apprend à calculer, qu'est-ce qui se passe quand on lui donne une énigme à résoudre. En parallèle de ces nouveautés sur le plan technologique, il y a eu un changement de paradigme. Qu'est-ce que c'est que ce changement de paradigme ? Pendant très longtemps, jusque tout récemment, on s'intéressait au cerveau quand il était malade, quand il était déficient, quand il était blessé. Du coup, la science venait se pencher sur le cerveau qui n'allait pas bien. Et puis, dans les années 98, il y a un chercheur en psychologie qui s'appelle Martin Seligman qui a dit « Mais après tout, pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse qu'au cerveau qui ne va pas bien ? Si on allait voir ce qui se passe dans le cerveau des gens en pleine forme, des gens particulièrement heureux, des gens particulièrement performants. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont plus heureuses que d'autres ? Il y a une personne qui a été déclarée la plus heureuse sur Terre, parmi toutes celles qui sont passées dans la machine IRM, c'est Mathieu Ricard. Vous connaissez Mathieu Ricard, qui est ce scientifique qui est français, de l'Institut Pasteur, qui est devenu un moine bouddhiste. Voilà, chez lui, les zones du bien-être et du bonheur sont allumées beaucoup plus que chez toutes les personnes qu'on a pu faire passer dans ces machines. Alors, est-ce que c'est dû à la méditation, à sa vie de moine ? On n'en sait rien. Il y a peut-être d'autres facteurs. Mais voilà, c'est des débuts de pistes pour comprendre qu'est-ce qui se passe et surtout comment tout le monde peut en profiter. On va voir les progrès incroyables des connaissances sur le cerveau. Premier progrès, je vous en ai parlé, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité et la neurogénèse. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on croyait encore récemment, le cerveau produit en permanence de nouvelles connexions cérébrales et de nouveaux neurones. Et ce qui est le plus important, ce n'est pas tant le nombre absolu de neurones, c'est le nombre de connexions. C'est-à-dire, c'est qu'ils soient bien reliés les uns entre les autres par un tas de petites passerelles. Et on va voir ce qui favorise ces passerelles. On a découvert que le cerveau était malléable. On croyait que le cerveau, c'était un organe immuable qui ne faisait que vieillir. Pas du tout. Le cerveau se remodèle. Alors, il y a des grandes structures qui sont constantes depuis 10 000 ans, parce qu'on a le même cerveau qu'il y a 10 000 ans. Mais au niveau des microstructures, ça se remodèle en permanence. Ça se déconstruit, ça se reconstruit en fonction de nos apprentissages, de nos expériences, de ce qui nous arrive à chaque instant. Là, en ce moment, votre cerveau est en train de se remodeler. Quand on va se séparer, vous et moi, à la fin de ce topo, notre cerveau ne sera pas le même que quand on s'est rencontrés au début. Et on voit la structure se modifier. Quand on apprend à jongler, en une semaine, il y a des modifications visibles de certaines zones du cerveau. Donc, vous voyez, ça va très vite. Nous allons voir maintenant la deuxième partie qui est comment capter l'attention en prenant en compte le fonctionnement naturel du cerveau. Qu'est-ce qui fait que certaines infos vont intéresser notre conscience plus que d'autres ? Il y a des critères. Notre cerveau, il a des préférences qu'on va voir et on imagine à quel point c'est important, quand on veut capter l'attention des personnes qu'on a en face de soi, de se baser sur ce que le cerveau aime bien et ce qui attire son attention. Nous avons un sens qui est prépondérant sur tous les autres, c'est le visuel. Nous sommes des êtres visuels.
tout ce qui capte notre vue va nous intéresser plus que le reste. Quand on ajoute un sens à un autre sens, ça augmente encore l'intérêt du cerveau. Voilà pourquoi, moi je vous mets des images, des mots-clés, et je suis là, devant vous, à bouger mes bras. Bon, je le fais spontanément, mais c'est toujours mieux d'être expressif, parce que ce mouvement-là va capter votre attention. Alors, d'où l'intérêt aussi de passer des mini-films, de passer des animations. Le mouvement, notre cerveau adore, le mouvement et le son, il raffole. Pourquoi est-ce qu'on est tous complètement accros à nos écrans? C'est pour cette raison. Parce que notre cerveau adore la combinaison de l'image en mouvement et du son. Si je vous parle en vous montrant des choses, vous allez voir encore mieux que si vous ne faisiez que voir, et vous allez entendre encore mieux que si vous ne faisiez qu'entendre. Qu'est-ce qui va être important pour maintenir l'attention? Là, je vous ai fait une représentation, on va dire métaphorique, de la courbe de l'attention pendant un cours magistral d'1 heure. Au début, vous avez l'attention qui monte. Les gens arrivent au cours, ils sont présents, le cours démarre. Dès que c'est nouveau, l'attention est accrochée. Donc les 10 premières minutes, les étudiants écoutent. Et puis ils sont là pour apprendre quand même. Puis au bout de 10 minutes, si le prof continue à ronronner avec ces slides-là, qu'est-ce qui va se passer? Décrochage de l'attention. Ça va descendre et ça va rester en bas à peu près jusqu'à 10 minutes avant la fin. Qu'est-ce qui se passe 10 minutes avant la fin? Le prof va dire par exemple, bon, nous approchons de la conclusion, ou alors nous allons récapituler puisque la fin du cours approche. Pouf, tout le monde se réveille. L'attention remonte. Eh bien oui, il y a de la nouveauté, on va passer à autre chose. L'attention remonte et le cours se termine. L'attention, elle fluctue tout le temps. Et notamment, on ne peut pas capter l'attention d'un adulte motivé beaucoup plus que 15-20 minutes si on ne fait pas quelque chose de particulier pour maintenir son attention. Il va falloir créer une émotion à la 10e minute. Alors une émotion, ça n'a pas besoin d'être une énorme émotion. Une petite émotion, ça suffit. À chaque émotion, le cerveau, il dit, voilà, il est en train de se passer quelque chose d'important pour moi, en bien ou en pas bien, donc je vais faire attention à ce qui se passe. Voilà l'importance de créer des émotions pour capter l'attention. Nous avons donc vu les principaux paramètres pour capter l'attention. Nous allons maintenant voir comment faciliter la mémorisation et vous allez voir qu'il y a des choses en commun. Alors, comment on va faciliter la mémorisation? Qu'est-ce que c'est que la mémoire? La mémoire, ce sont des traces dans notre cerveau qui, comme des traces dans la neige, vont persister plus ou moins longtemps. Qu'est-ce qui va faire la différence entre une trace totalement éphémère et une trace qui dure? D'abord, première chose, oublier est important. Pourquoi? Parce que si on retenait tout, si vous reteniez tous les repas que vous avez faits depuis votre naissance, vous auriez le cerveau un peu encombré. Donc oublier, ça sert à faire le ménage entre ce qui est utile et ce qui n'est plus utile. C'est-à-dire les neurones sont reliés les uns aux autres. Et vous voyez là, à droite, le dessin de droite, ça vous montre la connexion entre les neurones. C'est de l'électricité qui se transforme en chimie entre les neurones. Donc c'est une trace électrochimique. Ça, vous n'avez pas besoin de le retenir. Donc ce sont des traces électrochimiques dans votre cerveau qui vont durer plus ou moins longtemps. Tant qu'elles durent, vous allez retrouver l'info. Une fois que la trace a disparu, vous avez perdu l'info. Je vais vous donner les 3 plus grands ennemis de la mémoire. Le premier, c'est le stress, en particulier le stress chronique. Le manque de sommeil. On le sait tous, quand on a passé une nuit blanche ou une mauvaise nuit, on a des trous de mémoire, on a des problèmes d'attention. Et 3e ennemi, la sédentarité. On est mal parti, absolument. Absolument. C'est pour ça que vous allez voir fleurir dans les années à venir les bureaux debout, les salles d'exercice. Être assis 8 heures par jour, c'est anti-écologique au possible, pour notre corps et pour notre cerveau.
Alors, maintenant qu'on a vu les 3 ennemis, je vois que ça vous fait réagir. Hein. Bah oui, parce qu'on est tous assaillis par ces ennemis-là. Ils ne sont pas forcément faciles à combattre. Hein. Alors, qu'est-ce qui va être important pour faciliter la mémorisation pour les apprenants ou pour nous-mêmes, hein? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Bah déjà, l'espace de travail, c'est l'espace dans lequel on jongle avec les pensées conscientes. Hein. Quand là, vous m'écoutez, vous avez retenu des choses que je vous ai dit au début, que vous mettez en lien avec ce que vous entendez maintenant. On ne peut, dans notre espace de travail conscient, on ne peut manipuler en gros que 3 ou 4 blocs d'informations à la fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous donne 5 thématiques, les balles, elles vont tomber. Parce que vous ne pouvez pas jongler avec plus de 3 à 4 balles. Ensuite, pour mémoriser, l'information a besoin de structure. Parce que on a plusieurs mémoires, hein, je ne rentre pas dans ce détail-là parce que ça, vous pouvez le lire partout. On a plusieurs mémoires et il y a une mémoire très importante, c'est la mémoire sémantique, c'est celle qui donne du sens, c'est la mémoire des connaissances générales. Cette mémoire-là sur laquelle nous nous appuyons beaucoup, elle a besoin de structure. La mémoire, il y a des traces anciennes, vous savez les traces dans la neige là, qui sont bien profondes, c'est les traces de ce qu'on a acquis. Ça, c'est des traces solides et durables. C'est ce qu'on sait déjà. Et puis, il y a les traces fragiles des informations nouvelles. Pour donner une chance supplémentaire aux informations nouvelles de rester plus longtemps, il va falloir raccrocher les traces nouvelles, donc les infos nouvelles, aux infos anciennes. D'où l'importance de connaître les acquis des apprenants à chaque fois que c'est possible. Donc systématiquement relier le nouveau au connu. Et une fois qu'on a veillé à ça, on va consolider les traces. Et il y a 2 choses qui vont permettre de consolider, effectivement la répétition, mais il y a aussi les émotions. C'est-à-dire qu'une info reliée à une émotion va être mieux retenue qu'une info sans émotion. Vous n'allez peut-être pas vous rappeler ce que vous a dit une personne, mais vous allez vous rappeler comment vous vous êtes senti avec cette personne. Hein, si elle vous a dit des choses pas forcément importantes. On retient très longtemps les sensations et les émotions. Donc quand on peut relier l'info à ces émotions-là, on augmente la chance que ça soit mémorisé. Alors, on va voir comment répéter, parce que on sait tous que la répétition va être importante pour la mémorisation, mais comment répéter? Quelle est la répétition optimale? Eh bien, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur cette question. Déjà, pendant une session, il va falloir répéter. Répéter sous différentes formes. Il va falloir aussi répéter dans le temps. Pourquoi? Je vous ai dit au début que les périodes de sommeil et de repos, ce sont des périodes de consolidation de la mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce topo-là qu'on est en train de partager, si je vous en avais fait la moitié aujourd'hui, la moitié demain, vous auriez retenu plus de choses que si je vous donne tout aujourd'hui. Je vous l'ai dit, faire des pauses. Alors les pauses, c'est idéalement, il faudrait faire des pauses toutes les 30 minutes. Alors quand je dis faire une pause, je ne veux pas dire interrompre, ce n'est pas la pause classique, vous savez, où on lâche les gens pendant 10 minutes. Non, c'est des moments de respiration. Ça peut être un petit jeu, ça peut être quelque chose qui leur permet de se détendre, hein, ça va permettre aussi au cerveau de consolider sa mémorisation. Si vous avez 20 heures de formation à délivrer, si vous divisez ça en 5 et que vous mettez des nuits entre chaque, c'est idéal. Quelle est la meilleure façon de mémoriser? C'est ce qu'on appelle la pratique délibérée. Qu'est-ce que c'est que la pratique délibérée? Eh bien, ça ressemble à cet écran. C'est une page blanche et vous vous dites, voilà, c'est comme si on arrêtait tout là, que je vous donne une page blanche et que je vous dis, pour consolider votre mémoire, vous allez aller rechercher quels sont les 3 ennemis de la mémoire que je vous ai dit tout à l'heure. Et vous allez voir la beauté de la chose. C'est que même si vous ne trouvez pas la réponse, si vous ne trouvez rien, quand je vais vous donner la bonne réponse, vous allez mieux la mémoriser que si je vous l'avais donnée d'emblée. Pourquoi? Parce que l'effort de remémoration a l'effet le plus fort de consolidation des traces.
Le test est à utiliser comme un outil d'apprentissage. Vous savez, les tests, souvent, c'est à la fin pour contrôler le niveau. L'idéal, c'est même de donner un test avant de commencer. Par exemple, les cartes flash. C'est un bon outil d'apprentissage délibéré. Les cartes flash, c'est d'un côté de la carte, vous avez une question, et de l'autre, vous avez la réponse. Et vous devez chercher la réponse jusqu'à ce que vous ayez épuisé toutes vos possibilités. Et seulement à ce moment-là, quand vous avez bien fait l'effort de vous presser le citron, vous regardez la réponse. Les jeux de rôle aussi sont intéressants. Dès qu'on part d'une page blanche et qu'il faut construire de zéro. Tout ça, ça aide énormément la mémorisation. Alors c'est fatigant. On va le voir en matière de motivation, ça demande une certaine motivation, mais c'est très efficace. Dernière notion importante sur la mémorisation, la notion d'espacement croissant. Ça part du principe que la trace mémorielle, elle est très fragile au début. Donc, quand votre trace, elle est toute fragile, comme une petite trace dans la neige, il va falloir repasser très vite dessus, sinon elle va être masquée. Donc, ça veut dire dans les 24 heures, il faut reconsolider. C'est que votre trace dans la neige, au début, il faut y revenir souvent. Une fois qu'elle est bien creusée, elle peut se maintenir longtemps. Et il y a un moment où elle va se maintenir à vie. Voilà, et on va finir sur la neuro-checklist de la motivation, qui est issue de ces éléments de la motivation. Poser un cadre clair pour réduire le stress. Respecter la charge cognitive pour qu'il n'y ait pas besoin de jongler avec trop de choses à la fois. Faciliter la compréhension, puisqu'on a vu que l'incompréhension est une source majeure de stress. Dédramatiser l'erreur, puisque l'erreur est nécessaire à l'apprentissage. Il ne faut surtout pas la sanctionner. Il faut encourager l'effort et dire que l'erreur est normale. Créer un climat de confiance pour que les gens acceptent de prendre des risques et qu'ils n'aient pas peur d'être jugés. Calibrer les défis pour que ça soit stimulant, qu'il y ait un défi, mais que ce ne soit pas décourageant. Multiplier les opportunités de succès. Il vaut mieux un petit bonus toutes les heures qu'un très grand bonus au bout de 10 heures. Devenir un expert du feedback, ça c'est important, parce que le feedback est un élément clé de la motivation. Donner de l'autonomie, alors ça ne veut pas dire laisser libre cours à l'anarchie la plus totale, ça veut dire il y a un cadre, mais au sein de ce cadre, on va donner une liberté. La liberté de se mettre en groupe avec qui on veut, la liberté de choisir un outil plutôt qu'un autre, la liberté de choisir entre différents sujets. À chaque fois que vous pouvez introduire une dimension de « vous allez décider ce qu'on fait en premier, ce qu'on fait après, comment vous voulez le faire », tout ça, ça augmente la motivation. Et enfin, favoriser la dimension sociale. Quand on fait monter une montagne à 3 personnes, l'effort perçu est moins grand que quand la personne est seule. Dès qu'on est en groupe, on est plus motivé. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup.